Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Objectif. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet important, celui du harcèlement scolaire et des dangers que représentent les réseaux sociaux. Les chiffres sont vertigineux et effrayants. Un élève sur deux en France a déjà été harcelé en direct ou par écran interposé, c'est-à-dire 1 million d'enfants en France. Un fléau qui, dans les pires cas, tue, et les premières victimes sont les enfants, mais aussi leurs parents. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Camilla Barbini, psychologue à Beau-Soleil, avec nous également Caroline Noca, addictologue, membre du comité scientifique de Touche pas à mon jeune, et enfin Jérémy et Delphine, vous êtes les parents de la petite Charlize qui s'est donné la mort en 2023 à Nice, et avec 7 autres familles, vous avez décidé d'assigner en justice la plateforme chinoise TikTok. On en parlera dans un instant. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Jérémy et Delphine, je me tourne vers vous directement. Charlize est en 5e quand elle se fait harceler par d'autres enfants à l'école. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce qui lui est arrivé, comment cet enfer a commencé pour elle? Alors en 5e, jusqu'en 6e tout se passait bien, malgré le confinement. En 5e, à l'arrivée d'une de ses amies dans le collège où elle était, au fur et à mesure que l'année se déroulait, on a vu des petits changements. Donc au début, quand je lui demandais comment ça se passait avec sa copine, elle me disait qu'elle ne lui parlait plus. Après, elle a commencé à nous dire que à la récréation, elle restait plutôt isolée. Ses résultats ont baissé. J'ai même contacté du coup le professeur principal du collège à ce moment-là pour lui demander si elle voyait quelque chose. Elle m'a dit que non, que tout allait très bien. Parallèlement, elle a commencé à faire des crises d'angoisse et elle a commencé du coup à tomber dans l'anorexie et à se scarifier. Donc soit on s'en est aperçu fin de la 5e du coup. Donc on s'est dit qu'avec les vacances, c'était peut-être l'adolescence. Avec les vacances, elle allait peut-être un peu plus lâcher prise. Et elle a exprimé qu'elle ne voulait pas aller à l'école à la rentrée. Et ça a été de plus en plus dur. Elle avait mal au ventre. Elle a développé une phobie scolaire aussi. Et jusqu'au jour où en fait, elle nous a appris qu'elle s'était fait frapper par sa copine. Sur le moment, on est resté un peu sidérés. Enfin, moi, presque je voulais pas y croire. Je me dis, c'est pas possible. Elle n'a pas pu faire ça. Ce sont des copines. Et au final, en janvier qui a suivi, elle a fait sa première tentative de suicide. Donc à ce moment-là, c'est elle qui vous alerte. Elle vous en parle. Alors, elle nous en parle. Nous, on aurait dû directement aller voir la directrice, chose qu'on n'a pas faite. Et par contre, quand elle a verbalisé ça à la pédopsychiatre qui l'a prise en charge, c'est là qu'on a appris qu'elle se faisait harceler. Donc du coup, on a entamé les démarches auprès du collège. Bon, ça, donc vous avez fait plusieurs signalements à l'établissement. Alors on a fait un signalement à l'établissement et au rectorat. Parce qu'en fait, elle a fait même si elle a été changée directement de collège, elle a continué. En fait, le mal était fait. Elle n'a jamais réussi à remonter la pente. Donc elle a fait d'autres tentatives de suicide après. Et donc on avait fait un signalement au rectorat. Mais bon, qui est resté sans suite. Oui, justement, j'allais vous demander, après tous ces signalements, est-ce que vous vous êtes senti entendu, écouté? Pas du tout. Suite au signalement qu'on a fait donc par courrier recommandé, parce qu'ils ont sous-entendu au début qu'on n'en avait pas fait, on a eu droit à un coup de fil. Et la personne que j'ai eue m'a dit, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de porter plainte contre la harceleuse? Est-ce qu'il vaut mieux pas que votre fille aille de l'avant? Ouais, voilà. Donc évidemment par téléphone et pas par courrier pour éviter qu'il y ait de traces écrites. Mais apparemment c'est fréquent. On a cru comprendre que beaucoup de familles étaient confrontées à un mur en essayant de rentrer en contact avec le rectorat. Et c'est encore d'ailleurs le cas aujourd'hui, parce qu'on avait commencé l'année dernière la formation du programme phare, la partie visio, et il se trouve qu'on n'a pas été contacté pour le rendez-vous en présentiel, et que ça fait 4 ou 5 mois qu'on les relance, et on n'a plus de nouvelles du tout. Ouais. Alors, vous le répétez, juste après sa tentative de suicide, vous avez été là, auprès d'elle, vous vous êtes jamais éloigné, excepté un jour en particulier, 1 heure seulement a suffi à Charlize pour passer à l'acte. C'est ça, c'était le 22 novembre donc 2023. En fait, c'est la seule fois où je devais m'absenter pour un rendez-vous médical pour sa sœur. Et en fait, écoutez... moi, je l'avais pas vu. Évidemment, je l'avais pas vu venir. Mais elle a reposté la veille une vidéo sur TikTok
qui aurait dû alerter son entourage qui était en contact avec elle sur TikTok. Malheureusement, voilà, ça n'a pas été le cas. Alors impossible de savoir si elle se rappelait que le lendemain je devais m'absenter avec sa sœur 1 heure ou pas, ou si c'est une coïncidence qu'elle ait reposté cette vidéo-là la veille. Mais en tout cas, cette vidéo laissait vraiment pas la place au doute. C'est une fille qui se filme avec le sourire et qui dit « il paraît que la nuit porte conseil ». Moi, elle m'a conseillé de prendre un tabouret et une corde. Voilà. Et je vous cache pas que depuis, moi, je n'arrête pas de me triturer le cerveau pour essayer de comprendre comment, la probabilité que 100% des gens qui ont vu cette vidéo n'aient pas réagi, ou en tout cas essayé de nous alerter. Voilà, nous, on n'était pas sur TikTok, donc... Mais justement, j'allais vous demander, en tant que parent, est-ce qu'on peut vraiment se rendre compte de la violence qu'il y a au sein de ces applications-là? Est-ce qu'on peut vraiment s'immiscer là-dedans Avant que tout ça démarre, franchement, avant que tout ça démarre, nous, on vivait notre petit rêve tranquille. On était dans notre petit coin, un peu reculé du centre-ville, toujours à voir les mêmes personnes. On a mis nos filles dans un environnement qu'on estimait sécurisé, avec cet établissement catholique privé où elle s'est faite harceler. Voilà, on a essayé de leur offrir la plus belle vie possible, comme tous les parents, j'imagine en tout cas. Mais à aucun moment on s'est dit des gens postent des vidéos, ce genre de contenu, comment c'est possible? Comment ces vidéos peuvent être accessibles à des mineurs? C'est pas possible. Et c'est surtout que nous, les réseaux sociaux, on s'en servait pour communiquer avec, bon, c'est peut-être vieillot, mais bon, Facebook, c'était juste pour avoir des nouvelles de la famille. Moi, j'avais même pas Instagram, j'avais juste Facebook. En tant que parent, on n'est pas toujours au fait de... Et puis, quand elles ont eu leur téléphone assez tard, en 6e, bon, déjà au début, Charlize, elle n'était pas dessus parce qu'elle avait tellement, entre les cours et le sport, parce qu'elle s'entraînait 4 fois par semaine, elle faisait la natation synchronisée. Elle avait quasiment pas le temps d'être sur son téléphone. Et elle a commencé vraiment en 5e, après le harcèlement, je pense que ça a été un refuge. Et nous, on pensait bêtement qu'elle restait en contact avec ses amis, qu'elle regardait ses devoirs. Ça lui faisait du bien. Qu'elle lui faisait du bien, parce qu'il y avait des fois des vidéos, j'avoue, on l'a vu sourire, donc, et puis elle nous montrait... des vidéos de chats ou des trucs comme ça. Voilà, donc on s'est dit, bon, on préfère qu'elle passe son temps à regarder des vidéos qui la divertissent plutôt que de se scarifier. Et en fait, voilà, on n'était pas au courant, et ça, on l'a su qu'après. Et c'est pour ça qu'on veut maintenant... Alors bien sûr, on aurait dû mieux l'encadrer. Mais je vais préciser un truc, même si je cherche pas d'excuses ou quoi, mais moi je venais de perdre mon père en fait à ce moment-là. Avec les confinements, je venais de fermer ma société, j'avais des employés, donc c'était beaucoup de stress qui faisait que... Bon, d'un côté, j'étais avec 2 adolescentes à la maison, je voulais leur laisser de l'intimité, et d'un autre côté, j'avais besoin moi aussi de ce moment-là déjà pour pouvoir essayer de faire mon deuil et de gérer mon stress aussi au quotidien, parce que c'est pas évident. Et on a prévenu quand même le professionnel qui suivait notre fille qu'elle passait du temps sur le téléphone et on ne savait pas comment réagir, comment remplir notre rôle de parent, sachant que... On risquait... Voilà, on avait peur en fait, elle était sur le fil du rasoir, on avait peur qu'il arrive quelque chose, donc on a été peut-être laxiste. Mais comment faire, enfin comment réagir? On a demandé de l'aide, on n'en a pas donné. Alors justement, Charlize était quand même suivie. Camilla Barbini, pourquoi le harcèlement est-il parfois si difficile à détecter par l'entourage? Est-ce que le silence aussi fait partie intégrante du mécanisme? Alors, il en fait partie, mais pas exclusivement. C'est quelque chose qui arrive pour un adolescent dans une période de construction identitaire qui est déjà extrêmement sensible. Il y a beaucoup de questions. On découvre beaucoup de choses, on essaye de trouver les meilleures façons de se faire ce chemin qui va nous mener à l'âge adulte. Effectivement, ce silence-là est quelque chose qui peut être associé à une difficulté parfois d'expliquer, de dire, de trouver les bons mots, parfois peur que ça s'aggrave. En recevant des adolescents en consultation, très souvent c'est... la peur de la réaction, la peur parfois de ne pas être crue. Alors Charlize a trouvé une écoute avec vous et elle a eu des parents qui ont réagi, donc elle a pu avoir, ce qui n'est pas le cas parfois de certains adolescents. D'autres fois c'est l'école qui ne réagit pas ou
par moment, la réaction n'est pas synchronisée entre les parents qui vont aller chercher, l'école. Parfois, ça ne suffit pas pour que les enfants qui harcèlent s'arrêtent. Des fois, ça peut... Et en fait, il y a une peur aussi de ça, ce qui conduit au silence. Et pour en revenir à la question de la construction identitaire, c'est finalement, certains adolescents vont commencer à adhérer à ce qui leur est dit et ils vont se dire, ben, si on dit ça de moi, c'est qu'il y a une part de vérité. Donc c'est que je suis peut-être un peu comme ça aussi. Et le travail d'accompagnement se focalise aussi sur ça, c'est de déconstruire quelque chose qui se construit à un moment extrêmement sensible du développement. Caroline Noka, je me tourne vers vous. Dans ce type de situation, pourquoi est-ce que les réseaux sociaux aussi deviennent un refuge pour un adolescent en souffrance? Qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Alors, bon, on l'a bien compris, le témoignage des parents de Charlize le montre. Hein, ce n'est pas qu'un espace de communication, c'est un espace aussi où on existe, on s'expérimente à la recherche de likes, de reconnaissance, de validation. Et puis, quand elles sont absentes, ça peut faire naître un sentiment de rejet, d'exclusion, de honte. Hein. Donc, on parlait du harcèlement, c'est un vrai traumatisme relationnel. C'est une espèce d'attaque en ligne qui vient faire effraction dans le psychique de l'adolescent à un moment où il est très fragile. Donc les adolescents ont ce sentiment qu'à travers le virtuel, ils vont chercher du lien, une connexion aux autres permanente qui les sécurise sur le plan affectif. Mais en fait, c'est pas si évident que ça et ça peut effectivement avoir des conséquences quand les choses se passent mal parce que les rencontres sont hasardeuses, les dangers existent, hein, on le sait, hein, et c'est à ce moment-là que tout peut basculer. Les dangers existent sur ces plateformes. Justement, Jérémy, Delphine, aujourd'hui, vous avez décidé avec 7 autres familles d'assigner TikTok en justice. Pour quelles raisons? S'il te plaît. Donc après qu'on ait vu cette vidéo, quelques jours après, je ne sais plus qui c'est qui nous l'a dit, enfin, bref. Déjà, on s'est demandé qu'est-ce que ça fait une vidéo comme ça sur un réseau social. Enfin, du coup, on était complètement paumés, quoi, mais vraiment un peu même naïf, parce que et comme on n'avait pas du coup le téléphone de Charlize, parce que tout a été pris par la police pour l'enquête. Je me suis inscrite sur TikTok, du coup, avec un profil majeur. Et j'ai commencé à regarder, et puis je suis tombée sur des vidéos au début qui commençaient à parler de jeunes filles qui s'étaient fait quitter par leur petite amie, donc elles étaient tristes. Donc un peu des vidéos de mélancolie, des gens dépressifs. Après, ça a évolué très rapidement vers l'anorexie, les scarifications et le suicide. Et voilà. Et du coup, mon téléphone est rempli. Quand j'ouvre TikTok, je n'ai que ça. C'est-à-dire que il a vu. Alors, j'ai même pas liké ni quoi que ce soit. J'ai juste que le temps de lire des fois ce qu'il y a écrit. L'algorithme c'est en place et pense que je suis intéressée. Donc, c'est bien quand c'est un sujet qui est intéressant, ludique ou éducatif. Mais quand c'est des sujets comme ça. Oui, c'est le temps ça resté peut aussi enfoncer, passé sur en la fait. vidéo qui rentre en compte. Et le contenu choquant va forcément attirer l'œil. Et en fait, c'est la boule de neige qui a grossi, et elle avait que ça. Je suppose qu'elle avait que ça. Et en effet, après, quand on a récupéré son téléphone, on a pu voir des choses qu'elle repostait. Oui. Donc TikTok a laissé ses contenus proliférer, hein, des contenus violents qui en ont appelé d'autres. Caroline Noka, comment est-ce que fonctionne cet algorithme TikTok? Alors, comment il fonctionne? On sait très bien, maintenant c'est un secret pour personne, hein, on sait très bien que les créateurs de contenu, d'applications, toutes ces plateformes, on va dire, développent ces théories de la captation. C'est-à-dire qu'ils veulent engager les jeunes, mais les adultes également, à rester sur leur plateforme, puisqu'ils monétisent ces choses-là. Et des mécanismes psychologiques se mettent en place. On sait très bien qu'ils profilent les utilisateurs et toujours pour leur proposer, on va dire, du contenu qui leur plaît, de façon polarisée parfois parce qu'ils savent très bien et ils travaillent avec des neuroscientifiques, hein, des psychologues, des gens comme nous, pour justement faire en sorte que les jeunes restent, qu'il leur soit proposé des choses qui leur plaisent dans leur centre d'intérêt. On sait très bien aussi qu'ils guettent les humeurs, hein, en fonction du temps que les jeunes passent sur les vidéos. Ils vont du like qu'ils vont envoyer. L'algorithme est stimulé et c'est comme ça que le jeune va se laisser enfermer dans ces bulles algorithmiques
Donc un algorithme très précis. Justement, qu'est-ce qui se passe psychologiquement lorsqu'un adolescent, un enfant fragilisé est exposé en continu à des contenus liés à la souffrance ou au suicide? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'idée qu'il y a... Alors, paradoxalement, une forme de rassurance de dire je suis pas le seul à être pas bien. Donc des gens qui sont pas bien comme moi, il y en a d'autres. Le problème, c'est que l'algorithme, visiblement, ne fonctionne pas dans l'apport d'une solution et d'un soulagement, mais plutôt dans une forme de spirale qui, petit à petit, oui, il y a des gens comme moi et ces gens, ils vont bien, et du coup, ça va continuer à alimenter ce mal-être et aussi cette idée que j'ai pas de réponse sur comment je m'en sors. Et malgré parfois un accompagnement, même pluridisciplinaire, des interventions d'école, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait pour adapter en fait ces contenus-là, parce que les réseaux sociaux sont un moyen d'expression, de transmission d'informations, d'exploration du monde, d'éducation, de plein de choses qui peuvent être extrêmement riches et extrêmement bénéfiques. La difficulté, c'est que la façon dont ils sont construits et dont l'algorithme présente les informations est un peu peut-être trop en entonnoir. Et quand on arrive au bout de l'entonnoir, remonter, ça peut être compliqué malgré l'aide apportée. Est-ce que le problème ne vient pas aussi du fait que l'utilisateur est passif sur cette application-là? On ne va pas chercher le contenu qu'on souhaite regarder. Vraiment, le contenu vient à nous sans qu'on ait rien demandé. Je pense que ça contribue effectivement au fait que... et c'est d'ailleurs un peu la technique qui est derrière, que ce soit TikTok, Instagram et les autres réseaux, c'est qu'en fait, c'est un flux continu d'informations qui... déclenche une libération de dopamine mais en fait qui encore une fois entretient et c'est vraiment cette espèce de mécanisme de scroll qui donne l'impression de pouvoir bloquer et donc de s'évader un petit peu d'un quotidien qui peut être difficile pour se replonger en fait dans quelque chose qui n'apporte encore une fois pas de soulagement ou pas de solution. Et c'est dommage parce que pour le coup je pense que si c'était formulé différemment, les algorithmes pourraient au contraire être un réel soutien dans des situations comme celle-là où une jeune fille qui reste sur une vidéo qui perçoit... Déjà, effectivement, je vous rejoins sur l'idée qu'une vidéo comme celle-là aurait dû être signalée je ne sais combien de fois. Visiblement, elle était encore disponible, donc il y a quelque chose qui a dû... qui s'est pas passé. Mais en fait, de venir dire une jeune fille qui reste et qui perçoit une vidéo comme celle-là, une fois, deux fois, tiens, on va essayer d'apporter un contenu plus ouvert sur une solution, une sortie. Alors, pourquoi pas une vidéo de petits chats rigolotes qui peut peut-être juste contrebalancer. Mais en fait, d'avoir un algorithme inverse qui pourrait s'installer dans ces moments-là, sans en arriver à des décisions peut-être très strictes, comme c'est arrivé en Australie récemment, où je crois que depuis décembre ou novembre 2025, ils ont interdit l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Exactement. Complètement. Delphine, Jérémy, vous avez donc décidé de porter plainte contre la plateforme. La plateforme se défend, elle, de son côté, en assurant faire le maximum pour modérer les contenus problématiques. Alors, on a fait le test hier. La vigilance a quelque peu progressé. Oui. Par exemple, si on tape suicide, automutilation dans le moteur de recherche de TikTok, on tombe immédiatement sur un message de prévention. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les utilisateurs trouvent des subterfuges pour contourner la police algorithmique de TikTok. On utilise un drapeau suisse pour parler de suicide. On met des zéros à la place du O pour parler d'automutilation. C'est quoi l'objectif aujourd'hui pour vous? Plus de restrictions de l'application? On sait par exemple que la version chinoise de l'application n'est pas la même. L'outil est plus édulcoré et c'est même au bout de 40 minutes d'utilisation. Vous attendez quoi, vous, de votre côté à ce niveau-là? C'est difficile à dire. On n'a jamais demandé l'interdiction de quoi que ce soit. À la base, c'était surtout une meilleure modération. J'ai eu l'occasion de converser rapidement avec un modérateur qui travaillait en Europe de l'Est, qui m'expliquait qu'en fait ils sont très peu à travailler et que la plupart du temps ils restent pas longtemps parce qu'ils sont confrontés à un tel flux de vidéos abominables qu'en général ils partent très vite. Mais
C'est vrai qu'au début, j'avais tendance à dire qu'on ne peut pas laisser un tel contenu accessible à des mineurs, mais j'ai envie de vous dire, on ne peut pas laisser un contenu accessible tout court, parce qu'il y a aussi des adultes qui peuvent être dans le mal-être, surtout après la période du Covid qu'on a traversée, et ils n'ont pas à subir ça. Et je suis tout à fait d'accord sur le principe qu'un algorithme plus sain, même si j'aime pas parler d'algorithme, parce que c'est un peu... personnifier en fait le mal par quelque chose d'abstrait, alors qu'il y a bien des gens en fait derrière qui ont programmé cet algorithme pour que les gens restent le plus longtemps possible. Mais quelque chose de plus sain, qui apporte des réponses, des choses positives, parce que je sais pas, je pense que le but dans notre vie, c'est d'aller bien, de mener la plus belle vie possible, et on n'a pas à subir du contenu qui va nous tirer vers le bas, sachant qu'en ce moment, le contexte actuel fait que les jeunes et les moins jeunes vivent dans le stress au quotidien. Je vous pose la question à tous, est-ce que la solution, elle n'est pas aussi dans l'éducation, bien sûr, à faire autour de ces applications-là, de TikTok, mais dans la prévention aussi, dans les établissements, au niveau de l'éducation à ces sujets graves, plus de sanctions aussi peut-être pour ces harceleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que c'est une solution il faut trouver une solution globale. Je crois que c'est ça, le témoignage le montre. Il faut mettre l'accent sur la prévention, sur la sensibilisation. Je pense que pour soutenir le développement d'un enfant, d'un adolescent, d'un individu, il faut connaître l'environnement. On a été submergé par ces technologies, ces outils numériques, sans finalement en connaître les règles et sans pouvoir appréhender les effets négatifs que ça pouvait éventuellement nous apporter. Aujourd'hui, il est temps de remettre le curseur. Il faut que les pouvoirs publics puissent mener des campagnes de prévention. Il faut aussi contraindre ces plateformes, comme vous le disiez, à réguler, à moduler, à modérer, ces contenus. Je pense que c'est en unissant nos forces qu'on va pouvoir arriver et finalement créer pour la génération qui arrive un cadre sécurisant, tant sur le plan de sa santé mentale, mais de sa construction identitaire, puisqu'il est question d'adolescents aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de choses faites suffisamment à l'école, dans les établissements scolaires? Qu'est-ce qui pourrait être fait écoutez, moi la sensibilisation, là on a rendez-vous demain avec des collaborateurs du maire. Nous, on a passé beaucoup de temps à l'Enval, surtout dans la salle d'attente. J'aurais aimé qu'il y ait des petites affiches, vu que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé avec le psychiatre ni avec la psychologue. J'aurais aimé qu'il y ait une petite affiche, en fait, parce que j'avais le temps de lire ce qu'il y avait sur les murs, qui m'alerte sur le contenu potentiel qu'il y a sur les réseaux sociaux. Parce que, évidemment, sensibiliser les jeunes, oui, pour le harcèlement scolaire, j'aimerais qu'on sensibilise les jeunes sur l'impact que peut avoir le harcèlement dans le futur des potentielles victimes, mais j'aimerais aussi qu'on sensibilise les parents sur ce qu'on donne aux enfants en leur donnant un téléphone. C'est vrai qu'à l'époque, on va dire qu'en général, quand on a été concernés, c'était les gens donnaient un téléphone pour la 6e, parce que c'était... Maintenant, il y a 67% des petits de 6 à 8 ans qui ont un téléphone. Donc déjà, ça, c'est... Rien que ça, c'est pour ça... Interdire les réseaux, ça peut aussi aider. Déjà, ça peut aussi aider les parents à la maison, parce que c'est beaucoup problématique quand on veut interdire quelque chose à son enfant. Mais au moins, déjà, il y aura une loi. Donc oui, elle peut être détournée, mais déjà, il y a une loi pour aider, pour dire les parents, écoute, t'as pas le droit. Il y a une loi. Si je respecte pas la loi, il y a des pénalisations. Mais après, c'est un travail de tout le monde, des parents, des politiques, des plateformes. Si tout le monde... il met du sien, il peut se faire des choses. Merci beaucoup, merci Jérémy, Delphine d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci également à toutes les deux. On le rappelle, le numéro d'alerte en cas de situation de harcèlement et de cyberharcèlement est le 30 18. Merci à tous, c'était Dans l'Objectif.